Aujourd'hui, ben, on continue un peu sur l'Apocalypse. On va pas, s'arrêter en si bon chemin. Notre-Dame, on va parler de Notre-Dame. Notre-Dame, vous je sais que vous aimez beaucoup, ce sujet. Bien sûr, très vite, l'inauguration de Notre-Dame, je crois le 7 et 8 décembre, donc dans un peu plus d'un mois. Notre-Dame, on peut faire payer, évidemment. Évidemment, tout n'est pas assez cher. Il faut faire payer les gens pour qu'ils rentrent dans une cathédrale. 5 € d'après madame Dati, 5 € seulement. «Oh, mais c'est rien madame, c'est 5 €». Vous allez rap Ça va rapporter, paraît-il, 75 millions d'euros, hein. 75 millions d'euros. Bon, c'est ils cherchent 60 milliards, 75 millions, il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petits profits. Donc forcément, 75 millions pour eux, ils vont les gratter, ils vont les prendre. Et je peux vous dire que si ces 5 € passent, si en effet on met en place l'entrée à 5 €, eh ben, sachez que bientôt, dans les 3 4 ans à venir, votre petite paroisse près de chez vous sera aussi, au minimum aussi à 5 €, voire plus, avec peut-être même une petite TVA, derrière. Il n'y a pas de petits profits. Bon, Notre-Dame, elle a brûlé il y a 5 ans de cela. D'ailleurs, je veux faire une émission spéciale avec notre ami, Ludovic Malo, franco-suisse. Vous avez pu voir d'ailleurs des reportages que j'ai fait, sur Genève, là, dernièrement, avec notre ami Ludovic Malo, économiste. Et nous allons parler, de l'incendie Notre-Dame. Et notre ami Ludovic Malo a, des billes, de sacrées billes, avec des preuves. Donc nous ferons une émission spécifique sur cet incendie et nous expliquerons pourquoi, enfin lui expliquera plutôt pourquoi, cet incendie n'est pas venu par hasard, qu'il a été, programmé et que, tout ça, heu, c'est fait exprès. Tout ça, heu, c'est la République nationale qui a décidé il fallait faire table rase et imposer par conséquent ce qu'il est de la, des loges, ce qui est des loges, et cetera. Bon, c'est important de le dire, c'est important, de faire des émissions dessus parce que, on doit, du coup, c'est pas imposer un narratif, on n'impose pas des narratifs. Nous, on informe. Moi, je suis journaliste, j'ai une carte de presse, j'informe sur, la réalité, de ce qui ne se dit pas auprès des mainstream. Les mainstream disent des choses, heu, enfin disent, ils répètent des choses qu'on leur écrit parce que, pour ça, ils reçoivent des subventions publiques et que, ils sont dorénavant des agents et des porte-parole, d'un État, qu'on peut dire spoliateur. Un État qui nous ramène directement vers ce fameux Great Reset. Nous sommes indépendants et notre indépendance, nous permet, d'informer comme il se doit, de donner, de parler de ces sujets dont personne ne parle. C'est pour ça aussi, par exemple, ce matin, à Radio Courtoisie, j'ai reçu, cet auteur, qui, écrivait, qui a traduit un livre qui n'existe qu'en Allemagne sur la division das Reich. Donc du coup, voilà. Donc moi, c'est ma liberté et ma liberté, je la tiens de vous. Pourquoi je veux parler de Notre-Dame spécifiquement? Parce que, derrière, c'est la symbolique. Rappelez-vous, j'en ai parlé, en juillet et en août. La, symbolique, satanique, il faut se le dire, elle s'affiche, elle se montre, elle n'est plus aujourd'hui, cachée comme peut-être autrefois. Oui. Alors certes, il y a encore les cérémoniales, les cérémonies, les petits patoges dans l'horloge, au Grand Orient, à la rue Cadet. Vous pouvez, y rentrer, hein, rue Cadet, dans le 9e à Paris, la grande loge du Grand Orient, où le cérémonial, privé, bon, ne se montre pas.
ils se montrent des réunions publiques, mais où le cérémonial privé se fait. Mais aujourd'hui, ce cérémonial privé est rentré dans le domaine public, il faut le dire. Dans le sens où la symbolique qu'avant il se montrait entre initiés, aujourd'hui, et ça je le remarque depuis la cérémonie des Jeux Olympiques, est montrée à la face du monde. Ce cérémonial et cette symbolique est imposée. Pourquoi elle est imposée? Parce que ils, ont, ils se disent vainqueurs. Ils sont persuadés d'avoir gagné. Donc, pourquoi cacher quelque chose lorsque l'on a gagné? Non. Et le point d'orgue est l'incendie de Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame, pourquoi? Parce que c'est la plus grande cathédrale de France. Je crois 10-15 millions de visiteurs par an. C'est une cathédrale, c'est pas une basilique ou une simple paroisse. C'est une cathédrale. Elle a 1000 ans. Elle était solide et des gens se déplacent depuis Tokyo, Shanghai, je sais pas moi, Rio, New York, pour venir la visiter. Et donc il fallait que profanation se fasse. La profanation ne se fait que par le feu. Ce sont les 4 plaies écrites dans l'Ancien Testament: le feu, maladie, dans les évangiles, le Nouveau Testament, etc. Le feu, la maladie, la famine et la guerre. Donc, la symbolique du feu, ce devait être sur la plus importante des cathédrales. Est-ce que cette cathédrale a brûlé de manière involontaire? L'émission que va venir vous donnera toutes les réponses. Évidemment que non. Pour l'instant, je vois la réponse principale, mais vous comprendrez pourquoi, vous saurez pourquoi une société comment les sociétés privées ont derrière permis que cela brûle. On en parlera avec notre ami Ludovic Malo. Il a évidemment toutes les preuves. Il a même des articles de quotidiens régionaux de Haute-Savoie. Et donc, voilà, donc nous en parlerons tous ensemble. Parce que bon, c'est quand même bizarre. Je veux dire, la cathédrale, elle a survécu à la Moyen-Âge, à la Fronde, à la Révolution, à la Commune de Paris, aux Allemands, mais elle ne survit pas à Monsieur Macron. C'est quand même pas rien. Pourquoi est-ce si important d'en parler et d'abord de faire la genèse de cet incendie? C'est que derrière l'incendie, on sait qu'il y a reconstruction forcément. Et cette reconstruction devait se faire, bien entendu, très vite, sur le mandat du président de la République actuel. D'ailleurs, tiens, une petite anecdote. Madame ou monsieur Brigitte Macron, hein, monsieur Jean-Michel ou madame Brigitte, on ne sait pas, enfin si on sait, vous savez si vous me regardez, et ça c'est madame Roselyne Bachelot qui l'a écrit, voulait que, vous savez, la flèche là, qui a été posée au 19e, eh ben, ça devait être ça c'est madame Bachelot qui le dit dans ses mémoires de ministre de la Culture. Madame Macron voulait que ce soit un grand sexe comme ça là. Un grand sexe avec 2 grandes boules, bien fières et bien érigées. Une grande tub, hein, si vous voulez. Quoi. C'est ce qu'elle souhaitait pour Notre-Dame. Évidemment, même Bachelot, qui pourtant veut raser les églises du 19e, c'est quand même insurgé. Je dis quand même, là, monsieur, madame, c'est quand même bizarre votre truc, donc je suis contre. Et en fin de compte, ils ont, puis l'opinion publique derrière, a joué, et donc forcément, ils l'ont fait à l'identique. Identique? Pas totalement. Les vitraux, visiblement, vont changer. Les vitraux vont changer. Quels seront ces vitraux? Quelle sera la symbolique du vitrail? On ne sait pas encore, mais j'imagine que derrière, il y aura de l'inclusif, du propagandiste
et toutes ces visions idéologiques qu'ici nous dénonçons. Et puis il y a ce fameux discours, parce qu'il y aura un discours. Le discours devait se faire à l'extérieur de la cathédrale. Et puis, non. Et puis, non. Et puis, ce discours se fera à l'intérieur. Monsieur Macron dira ce qu'il pense de la vie, dira ce qu'il pense, bien entendu, de la cathédrale, de l'avenir de cette cathédrale, de ce que lui va en faire. Il le fera à l'intérieur. Je rappelle que l'archevêché français, à qui je fais un petit fuck quand même, parce que on peut pas dire que ce soit un archevêché, mais on peut dire que plutôt que ce soit des gros salopards, des gens qu'il faudra peut-être faire jeter du haut du toit, étant donné leur trahison au culte et au dogme. Évidemment, on s'est couché, soi-disant qu'il était contre. C'est un peu comme à Toulouse, hein. Vous vous rappelez, on a fait l'émission sur Toulouse et ce festival sataniste sur Toulouse, qui a eu lieu, je crois, le 25, 26 et 27 octobre. On a fait un mois avant cette émission. On a eu l'archevêché toulousain qui a dit oh non, mais on est contre, machin. Mais en fin de compte, ils n'étaient pas si contre que ça. Il fallait juste rassurer les derniers pèlerins qu'ils avaient chez eux pour leur prendre un peu de blé pour leurs propres pommes. Bon, c'est ainsi. Donc là, l'archevêché a dit oui, non, mais monsieur Macron, vous parlez à l'intérieur, non, c'est quand même bizarre, il faut pas. Et puis, le diktat s'est imposé et l'archevêché s'est couché. Je rappelle que pas même l'empereur Napoléon, pas même le roi de France d'ailleurs, pas même personne d'ailleurs, aucun chef d'État n'a pu faire ce discours à l'intérieur de la cathédrale. Bon, Macron le fait très bien, ok. Pourquoi il le fait? Moi, je vais vous le dire, c'est pas compliqué. Je vais te donner ma conclusion. Hein. Enfin, c'est pas une conclusion de la vidéo, mais je vais vous donner ma réponse à la vidéo, sur cette vidéo, pardon. C'est que et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les textes. Regardez les prédictions de Nostradamus, Notre-Dame, exactement. Il parle de cette période du XXIe siècle où Notre-Dame, en effet, brûle, c'est écrit. Et où, suite à cela, eh bien, le malin viendra récupérer la cathédrale pour en faire le temple. C'est le futur temple. C'est le futur temple des pharisiens et du Sanhédrin. Et ce temple contre lequel le Christ avait, à l'époque, piqué une grande colère, où il avait d'ailleurs chassé les marchands. C'est le temple qui a fait que, au final, il a perdu la vie sur la croix. Eh bien, c'est le retour. Vous savez bien que l'histoire est un recommencement. Voilà. C'est un éternel recommencement. Et ce recommencement est à nouveau prédit par les textes, qu'ils soient les Nouveaux Testaments, les Évangiles, et aussi par les textes d'hommes clairvoyants comme Monsieur Nostradamus. Donc oui, c'est le retour au temple, et il faut ainsi profaner ce qu'a été cette grande cathédrale au centre de Paris. Ils ne reculeront devant rien. Il ne faut pas reculer. Il ne faut surtout pas reculer face, enfin, pour eux, hein, il ne faut surtout pas reculer face à la prédiction. Et il faut imposer, toujours imposer le narratif du démon, de l'antéchrist. C'est son arrivée. Moi, je vous le dis, ça fait des semaines que j'en parle, et visiblement vous êtes d'accord avec moi. Là, d'ailleurs, vous êtes 1700 à me regarder. Vous êtes d'accord avec moi, c'est l'arrivée de
l'Antéchrist. Voilà, il faut le préparer. La première partie a été la cérémonie des Jeux Olympiques et la scène profanée, la scène, le Christ, les 12 apôtres, profanés par l'idéologie globalo-mondialiste. Et donc, là, on sent que, en fait, ils sont comme dans une forme, comme dans une bataille décisive. C'est Waterloo, en fait. C'est-à-dire que les Anglais et les Allemands, voilà, sont persuadés de la victoire. Et donc, ils foncent, ils foncent tête baissée, comme si derrière il y allait avoir capitulation. Parce que oui, il faut un peu se dire les choses, hein. Il y a capitulation, hein. Il y a capitulation de la nation, il y a capitulation de l'institution, il y a capitulation du peuple. Les gens ne se rendent pas compte de la réalité, ils sont là, ils regardent toutes les conneries qu'on peut leur montrer et ils se disent non mais de toute façon, moi ce qui m'importe c'est mon consumérisme et, euh, et mes quatre murs et évidemment là, les séries et autres choses que l'on me montre. Mais derrière ça, euh, on avance. Les pions sont avancés. Et l'échec est mat. En tout cas, échec, il y a déjà. Est-ce que ce sera le mat? Je n'en sais rien. C'est fort possible. J'ai en ce moment pas beaucoup d'espoir sur, on va dire, euh, la, la victoire finale. Alors, certes, nos audiences augmentent, très bien. Vous êtes réceptif au message, et je suis très content, mais je suis bien moins content de la réception de la masse. Je le dis à chaque fois, la masse, la majorité de la masse est plutôt muette, la minorité est agissante. Mais la minorité n'est pas encore assez forte et n'est pas encore assez, n'a pas encore assez froid aux yeux pour qu'elle puisse agir de la sorte que derrière ça recule. Et ça, c'est un grand malheur. Ça, c'est un grand malheur. Mais bon, c'est ainsi. Et pour en revenir à Notre-Dame et à ce discours de M. Macron, je crois le 7 ou le 8 décembre, il va faire ce discours. Alors, on ne sait pas encore quelle est la teneur du texte. Qu'est-ce qu'il va dire? Pour avoir écouté les derniers discours qu'il a prononcés, ce sera l'ode, visiblement, au progressisme. C'est-à-dire qu'il va imposer le narratif républicain des Lumières. Alors, vous aurez toutes les balivernes à la Rousseau, Voltaire, Diderot et compagnie, qui vous diront « Oh, mais nous sommes les Lumières face à l'obscurité, face à tous ceux qui ne croient pas dans la démocratie, etc. Donc, soyons plus inclusifs pour le vivre ensemble, acceptons toutes les différences parce que ici c'est McDonald's, vous venez comme vous êtes. Voilà. J'imagine que le discours, c'est toujours le même, hein, c'est toujours le même. Il sera encore un peu comme celui-ci. Avec lui, de toute façon, rien, je dis bien rien ne change. Et, ça, se sentant vainqueur, il impose euh, son point de vue, son récit. Il impose, et d'ailleurs c'est drôle parce que euh, beaucoup m'ont dit oui c'est bon, les élections ont été perdues, il a perdu les élections, voilà, génial, donc maintenant le mec il est plus là, on va moins le voir, il va être plus en recul, plus en retrait, il aura une cohabitation et on vivra dans le meilleur des mondes. Eh ben non, nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes parce qu'il n'y a pas de cohabitation, il y a euh, une soumission des républicains du parti LR. Alors certes, il y a M. Barnier, mais M. Barnier, il est plus proche de l'EHPAD que d'autres choses. Il est le gars de Bruxelles qui a voilà, le programme bruxellois
et il va l'appliquer. Parce que de toute façon, M. Macron appliquait lui-même le programme bruxellois. Donc du coup, qu'est-ce qui change? Rien. Parce que les élections, et je le répète chaque semaine, n'ont pas pour objectif de renverser la table, mais les élections ont pour objectif essentiellement de permettre à un système de faire croire qu'il y a une démocratie à l'athénienne dans ce pays, ce qui est faux. Ce qui est faux. Est-ce que les gens ont fini par le comprendre? Évidemment que non. Je ne sais pas quand est-ce que les yeux s'ouvriront. Je pense peut-être jamais. Je pense sincèrement jamais que ça s'ouvrira. Je crois que là, et d'ailleurs, eux-mêmes en sont arrivés à cette conclusion, puisque eux-mêmes imposent la symbolique. Voilà. Monsieur Macron, s'il s'était senti défait, n'imposerait pas un discours à Notre-Dame. Il ne l'imposerait pas. Il dirait écoutez, je le fais à l'extérieur comme le protocole me l'exige, mais il n'irait pas hors protocole. Pourtant, il le fait. Et pourtant, l'archevêché qui se dit défenseur des évangiles, eh ben, laisse faire. L'archevêché laisse faire. L'archevêché ne, se, ne se bat pas contre le système et ne se bat pas, ne dit pas au président de la République, écoutez monsieur, non, vous n'avez pas le droit, laïcité, machin, soi-disant. Parce que oui, la laïcité, 1905, c'est pas pour vous, monsieur. Enfin, si, c'est imposer le 1905, ça coûte canon, et c'est pour vous. En fait, on revient à 1905 et les canons. On revient à ça. C'est-à-dire que à l'époque, 1905 a été imposé par les canons au sein du culte, et là, l'exécutif s'impose au sein du culte. Pourtant, là, des journalistes de gauche pourraient dire, attendez, et 1905, hein, et la loi, ceci, cela, pourquoi vous ne la respectez pas? Évidemment, ils ne le feront pas, ils se coucheront, ils montreront le discours en mondiovision et montreront le discours partout, partout, sur toutes les chaînes mainstream, bien entendu. Voilà. Donc là, déjà, on a ce premier point. Ce point qu'ils se sentent vainqueurs, ils savent qu'ils sont vainqueurs, ils savent que de toute façon personne ne mouftera. Et d'ailleurs, je suis persuadé que si cette vidéo arrive dans d'autres oreilles que la vôtre, eh bien, des gens diront oui, mais attendez quand même, c'est le président de la République, hein, il a quand même le droit de rentrer à Notre-Dame hein, et de dire ce qu'il a à dire. Hein, c'est quand même l'État qui a payé. Non, déjà, c'est pas l'État qui a payé, c'est pas l'État qui a payé, c'est des donateurs privés. Et pourtant, Notre-Dame appartient à l'État, théoriquement. Parce que Notre-Dame étant érigée avant 1905, ça appartient à, entre guillemets, l'État. Bon, mais c'est pas eux qui ont payé, eux, ils n'ont rien donné. C'est un peuple solidaire qui a pris l'argent de sa poche et qui l'a donné à l'association, enfin je sais plus, je crois que c'était administration, alors je sais plus laquelle. Moi-même j'avais donné 300 € qui, qui a payé ça. Donc c'est votre argent. De toute façon, même l'argent de l'État, c'est votre argent. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est ainsi. Hein. Voilà. Contrairement à ce que vous nous faire croire. Par exemple, on nous a dit non, mais la fin de la taxe d'habitation, ça a été absorbé par les caisses de... Non, ça n'a pas été absorbé. La taxe foncière a augmenté et c'est de la dette. C'est de la dette qui a augmenté. Et donc, du coup, notre gentil législateur a dit mais et si on ne faisait pas revenir la taxe d'habitation? Tiens, ce serait pas une mauvaise idée ça. Et vous aurez pour 2025, plutôt 26, mais bon, pourquoi pas 25 puisqu'ils cherchent de l'argent, une taxe d'habitation. Alors donc, il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est les vitraux. Les vitraux vont être changés. Encore une fois, l'archevêché français, qui sont des grosses merdes, ça, à un moment donné, il faut un peu peut-être le dire, s'est couché encore une fois face à la volonté d'un exécutif. Pourquoi est-ce qu'il se couche? Est-ce que des parties fines entre archevêchés
de mai 68 qui aujourd'hui sont à la tête de la structure et l'Élysée se font, c'est possible. Hein. Euh, voilà, je pense que c'est peut-être fort possible. D'acquaintance, hein, n'oubliez pas, n'ayez pas confiance. C'est pour ça que moi je ne vais pas écouter les sermons des conciliaires le dimanche, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. C'est un moment que je le fais peut-être en Pologne. Parfois, je le fais en Pologne. En tout cas, je ne le fais pas en France. Parce que je n'ai pas à écouter des sermons de gens qui, en réalité, bouffent et boivent à la même table que l'État. L'État est votre ennemi et l'État, il faut, vous le savez très bien, et c'est pour ça que nous, Géopolitique Profonde, on y travaille. Il faut s'en débarrasser et c'est pour ça que nous, à Géopolitique Profonde, on vous donne les clés, les structures pour pouvoir jouir, en tout cas financièrement, de la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est pas que pour Bernard Arnault et Monsieur Pinault. La mondialisation, c'est pour vous. Vous ne le savez pas parce que ça n'arrange pas le système. Et donc, du coup, nous, on vous explique comment la mondialisation peut vous aider. Parce qu'il faut vous aider. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi se dire les choses. La gabelle, l'impôt, la taxe que vous payez, elle ne sert qu'à financer le système. Et entre nous, sans lui, je pense que le système s'écroule. Donc, moins. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas frauder le fisc, ça, c'est pas bien, il ne faut pas frauder. Évidemment qu'il ne faut pas frauder. Mais moins vous participez au système, mieux plus vous serez en réalité un soldat contre le système et plus le système tombera. Voilà, tout est légal, rien n'est illégal, tout est évidemment légal. Monsieur Bernard Arnault utilise pour lui-même la mondialisation et ce qu'elle lui permet. Donc du coup, pourquoi vous ne le feriez pas? Voilà. Allez sur le site géopolitiqueprofonde.com et vous vous y inscrivez, vous y trouverez nombre de formations qui vous aideront. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.